Donc voilà, je te laisse la parole, Mathilde, qui est donc maîtresse de conférence en histoire et qui va nous présenter une intervention intitulée La circulation des révolutions politiques. Voilà. Et alors en fait, ça tombe très bien parce que je ne me rendais pas compte que ça coulait tellement bien, parce que je commence par justement 2019 et je ne vais pas d'ailleurs parler que de l'Algérie, mais aussi Hong Kong, Athènes, enfin voilà. Et je commence donc par ce graffiti parisien de 2019, Alger, Hong Kong, Le Caire, Athènes et Paris. Donc 4 villes dont le nom sont gravités sur un mur parisien, 5 espaces qui en 2019 étaient soulevés par des mouvements populaires de nature différente, de potentialité révolutionnaire, et qui affirmaient ici leur solidarité. Autre graffiti que je trouvais extrêmement intéressant, alors là c'est un graffiti à Hong Kong, sur lequel on peut voir Solidarity with Exarchia, donc solidarité avec ce quartier emblématique d'Athènes dont on a parlé et qui est un quartier anarchique et qui était soulevé à ce moment-là. Sous les pavés la plage, on a en plus une circulation temporelle avec la référence à ce slogan de mai 68, Yellow Jacket Be Water, donc les gilets jaunes, là c'est une référence au mouvement parisien, cependant que Be Water, là, est une référence au mouvement de Hong Kong. C'était un des hashtags de la révolution de Hong Kong à ce moment-là. Et vous voyez, en dessous, quelqu'un a rajouté en français « Merci beaucoup pour la solidarité avec les Gilets jaunes ». Donc ça est assez génial. Scripteur et langue se croisent sur ce graffiti, avec en plus une inscription au sinogramme que je n'ai pas réussi à traduire, et pour cause, je ne maîtrise absolument pas le chinois. Je pourrais vous en citer d'autres. Là, c'en est un de Suède, où on voit Catalogne, Chili, Liban, Rojava, Irak, etc. Là, on est en Suède, à Malmö. Donc, vous voyez, des soulèvements populaires qui se donnent la main par-delà les frontières. Ailleurs, c'est au-delà des siècles que c'est au-delà des siècles que les mains étaient tendues. Je pourrais vous citer un grand nombre de références, d'autant que je travaille actuellement en fait sur les citations révolutionnaires dans les graffitis des mouvements sociaux contemporains. Mais on a actuellement une espèce d'effervescence des citations révolutionnaires dans les mouvements, en tout cas français, c'est très net, mais aussi ailleurs. Les Gilets jaunes se sont accompagnés de moult graffitis en citation à la Révolution française, comme on voit ici. À nouveau la Révolution française, mais cette fois 1789, ou à la Commune de Paris. Là, c'est encore la Révolution française. Alors, rien de neuf, ces citations révolutionnaires, et qui plus est dans des écritures urbaines, existaient dès mai 68, où dans la cour de la Sorbonne, on avait des citations à peu près toutes les révolutions, finalement, qui précédaient. Mais revenons à 2019. Ce qui était intéressant donc, en 2019, c'est qu'on avait un phénomène de surgissement simultané de mouvements insurrectionnels en différents points du globe. Donc au Liban, Chili, Hong Kong, Barcelone. Alors à chaque fois, des causes différentes. Taxe WhatsApp au Liban, taxe sur les carburants en France, augmentation du prix de métro au Chili. Bon, là, dans ces cas-là, c'est surtout des gouttes d'eau qui faisaient déborder le vase trop plein des bourses et des frigos trop vides. Ailleurs, à Hong Kong, c'est le projet de loi d'extradition vers la Chine. À Barcelone, l'inique jugement des indépendantistes catalans. À Alger, on l'a dit, la volonté du président de briguer un 5e mandat. Bon, partout, des causes différentes, mais en même temps, finalement, dans tous les cas, la colère de classe moyenne et populaire, qui protestaient contre la dépossession économique, démocratique, qui protestaient de leur désir de justice sociale, de justice fiscale et de souveraineté réelle, ce qui a été dit, donc je ne détaille pas. Ce qui était intéressant, c'est qu'on retrouvait dans tous ces points du globe, finalement, les mêmes gestes. Les mêmes gestes que montraient bien les images. Partout des pavés, partout des cocktails Molotov lancés par des personnes au visage dissimulé par des foulards, partout des barricades enflammées. Et en face, partout les mêmes compagnies de Robocop armés, de lanceurs de balles de défense, de grenades lacrymogènes, de canons à eau, avec, dans certains espaces, le recours à tirs réels ou à des chars, comme au Chili ou au Liban. Partout c'est les mêmes gestes que l'on retrouve partout, j'y reviendrai, partout les mêmes acronymes. À ce moment-là, puisque le film venait de sortir, que ce soit en Amérique du Sud ou à Beyrouth, on avait des manifestants grimés en Joker.
On avait même des tutos, en fait, qui circulaient, parce que comment comprendre qu'il y a à point cette circulation des savoir-faire? C'est parce qu'il y a des tutos de l'insurrection qui circulent. Il y avait Hong Kong a fabriqué des tutos qui sont passés ensuite, par exemple les tutos pour empêcher les gaz lacrymaux quand on met un cône sur un gaz lacrymo. Ça a été repris au Chili, amélioré. Les tutos ensuite ont recirculé. Idem des tutos de Hong Kong qui expliquent comment riposter aux drones avec des rayons laser, repris au Chili et récupéré. Ce qui renforce cette impression de soulèvement global, c'est que les journalistes qui prennent les photos, les rédactions qui sélectionnent ces photos, ont tendance à prendre toujours la même image, des images qui se ressemblent, des images quasi iconiques sur le modèle, c'est pour ça que je le mets au milieu, du lancer à la Banksy, qui est un peu l'icône du révolutionnaire. En fait, on a l'impression que les journaux ne cherchent pas vraiment à illustrer un mouvement insurrectionnel, mais à dire qu'on a affaire à une insurrection. Et donc, ça produit des idéotypes iconographiques de l'émeute qui uniformisent finalement l'émeute en tout coin de Boulogne. Donc, en 2019, on avait cette circulation que les médias trouvaient extrêmement intéressante, qu'ils jugeaient caractéristique de ce qu'ils appellent les révolutions 2.0, effet WhatsApp, etc. Et là, l'historien ou l'historienne, donc en l'occurrence l'historienne, ne saurait être surprise qu'il y ait des insurrections qui éclatent de façon simultanée, qu'elles éclatent de façon plus ou moins connectée, et que les images qui cherchent à en rendre compte, par ailleurs, forment un corpus cohérent. Justement, l'historienne, elle est là pour dire ça a toujours existé, il n'a pas fallu Internet pour ça, et c'est une des constantes même des révolutions, comme l'a rappelé mon collègue lors de la première intervention. Les révolutions, une de leurs caractéristiques, c'est leur capacité à circuler, à tisser des liens au-delà des frontières, parfois des océans, et à tisser aussi des liens au-dessus des siècles, c'est-à-dire à faire en permanence des citations aux révolutions du passé. Alors, ces questions des révolutions, des circulations révolutionnaires, ça fait un petit bout de temps, une dizaine d'années que je travaille un petit peu dessus. Et j'ai commencé à travailler là-dessus en 2011, donc au moment du soulèvement de Tunisie, puis d'Égypte, puis des autres pays. Un moment où la révolution faisait son retour, mettant fin aux prophéties de Cassandre, de Fukuyama et de sa fin de l'histoire. Finalement, il y avait toujours des révolutions. Et ce qui était intéressant, en tout cas pour l'historienne que j'étais, c'est qu'il y avait beaucoup de comparaisons dans la presse française avec les révolutions du passé. On parlait de printemps arabe, référence au printemps des peuples, ou de 89 arabes. Et ça m'intéressait de voir ces comparaisons qui étaient très présentes dans la presse. Évidemment, ça pouvait s'appuyer sur des situations locales. Il y a eu localement des affiches, des interprétations par les acteurs de ces révolutions qui faisaient des citations au passé. Mais ce qui était très net quand on lisait les journaux français à l'époque, c'est qu'elles étaient surtout mobilisées par les journalistes pour exorciser finalement la peur qu'ils avaient dans ces révolutions arabes d'un retour de la révolution sociale, donc sur le modèle russe qui les inquiétait beaucoup plus que la révolution qu'ils disaient démocratique, ou de la révolution islamiste à l'iranienne, qui était leur haute grande peur. Et donc, pour exorciser ces deux peurs, ils faisaient une référence aux révolutions du passé, vous en avez parlé juste avant. Il était aussi évident, toujours dans la presse, que ces connexions avec le passé étaient instrumentalisées. Si on présentait 2011 comme un 89 arabe, c'était très vite, on le voyait dans l'article, pour dire « oulala, il va y avoir une terreur islamiste ». C'était prophétisé dès le départ. Quand on parlait de printemps arabe, c'était pour faire fleurir les Cassandres de l'hiver islamiste à nouveau. Donc on sentait dans les journaux qu'il y avait cette volonté de construire un récit où les révolutions obéiraient à des rythmes invariables, mais où les révolutions finalement, comme les histoires d'amour, se terminent toujours mal. Et donc on attendait d'annoncer la fin. Qui plus est, les médias français, mais ça ne surprend pas complètement, à trop vouloir accrocher les événements tunisiens ou égyptiens à l'histoire occidentale, perpétuer au bout du compte un vol de l'histoire, ne faisaient pas vraiment, eux, l'effort de resituer les révolutions arabes dans leur contexte, dans leur histoire, s'empêchant au demeurant de les comprendre. Mais ça, c'était assez caractéristique. L'autre chose qui m'avait marqué, c'est combien
était présentée médiatiquement la métaphore médicale de la contagion pour parler de la diffusion révolutionnaire. Alors j'ai fait un petit relevé, là je passe vite, mais vraiment ce terme de contagion révolutionnaire est omniprésent lorsque l'on parle de citation révolutionnaire. Alors c'est pas neuf, Michel Foucault l'a montré, le vocabulaire médical est dans le vocabulaire de l'ordre et du désordre depuis longtemps. L'émeute, ça fait longtemps, et la révolution, qu'elles sont présentées comme une maladie, la circulation donc comme une contagion, ce sur quoi on avait travaillé à un moment, c'était on est en Espagne, juillet 1789, la cour d'Espagne prend connaissance des événements parisiens, et là, Florida Blanca, qui est le chef de la politique espagnole, dit à son monarque « Oulala », je le cite, en français, « Si je suivais mon instinct, je placerais un cordon sanitaire à la frontière comme en cas de peste ». Il venait d'y avoir la prise de la Bastille. Et il a fait ça, il a mis un système de douaniers. Et ça, on va le retrouver très souvent en 2019, en pleine conférence sur la paix, le maréchal Foch déclare, je cite, « Pour arrêter l'infiltration bolchevique, il faut créer une barrière en Pologne et en Roumanie. » Je continue, c'est toujours lui. « Contre une maladie épidémique, on fait un cordon sanitaire. » Donc, cette métaphore de la contagion, elle est ancienne. Donc il y avait cette métaphore de la contagion dans les journaux, et en même temps, c'était très net, ces mêmes journaux niaient la circulation en donnant l'impression qu'il n'y avait qu'une seule révolution arabe, en fait. Qu'il n'y avait pas la révolution tunisienne et égyptienne, mais une révolution arabe. On voyait écrit « un printemps arabe, un peuple arabe, la rue arabe », comme si c'était la même exactement de Tunis au Caire. Donc, ce qui était clair quand on était en 2011 française intéressée par ces questions-là, c'est que les journaux ne comprenaient pas grand-chose ni aux citations révolutionnaires, ni aux circulations révolutionnaires, et donc on avait envie de travailler là-dessus. Alors, d'abord, je dis on, parce que, vous allez voir, on était une équipe, mais moi, dès le début, en fait, mon premier réflexe a été d'aller en Tunisie. C'est-à-dire que moi, en 2011, je suis allée en Tunisie, j'avais envie de voir, je travaille sur les révolutions, donc quand vous travaillez sur les révolutions, vous avez une révolution, vous allez voir ce qui se passe, ça me paraissait assez logique. J'ai rencontré plein de gens dans les cafés, dans les rues. Ce qui est bête, c'est que j'en ai rien fait scientifiquement, en fait. Je crois que j'avais une espèce de pudeur de 19e à pas vouloir travailler à chaud. Et ça a énormément enrichi ma compréhension de la Révolution, mais je n'ai jamais rien écrit là-dessus. Parallèlement, avec deux amis, là oui, là c'est la comparaison entre la République et le choléra en 1948, j'ai oublié de vous montrer ça. Donc parallèlement avec deux collègues et amis, Maud Chirio et Eugenia Palieraki, on discutait des soirées entières de ce qui se passait dans le monde arabe, et il nous est venu à l'idée qu'il fallait absolument qu'on fasse quelque chose sur ces circulations révolutionnaires. Et on a eu immédiatement une double démarche. D'abord une démarche académique, scientifique, universitaire, et on a mis sur pied un colloque international, où était d'ailleurs Frédéric, sur ces questions qui s'est tenu à l'UPEM en 2013. Et parallèlement, on a rédigé un ouvrage de vulgarisation qui présentait l'histoire des révolutions successives en faisant très attention à justement réfléchir aux liens entre ces révolutions. Donc c'est un livre qui est sorti la même année que le colloque, et auquel participaient aussi Vincent Lemire pour Le Monde arabe et Félix Chartreux pour le Monde russe. Alors, sur ces citations révolutionnaires, il est quelle heure? Parce que j'ai oublié de prendre mon... Ok, donc je vais accélérer un peu. Alors, les principales révolutions qui circulent, je vais accélérer pour aller plus vite sur la suite. Alors il y en a une, je n'ai pas mis d'image, c'est la révolution atlantique, américaine, batave, française, haïtienne et sud-américaine. Bon, ça a été pas mal travaillé et remis en cause. Ensuite, il y a le moment 1820, qui est un moment de circulation aussi. Alors en Méditerranée du Sud, Naples, Turin, Espagne, Grèce, connaissent une vague révolutionnaire en 1820. Ensuite, le moment transnational de 1830. Je vous renvoie aux travaux de Sylvie April, Emmanuel Furex et Jean-Claude Caron qui interrogent bien cette dimension transnationale. Ce que je voulais montrer là, mais je n'ai pas trop le temps de le développer, c'est que dès l'époque, on représente les révolutions avec les mêmes codes iconographiques. Là, c'est 3 tableaux différents, un en Belgique, 2 en France, et on voit c'est exactement la même construction des tableaux. J'en ai pris 3, mais il y en a plein. C'est la cohérence des corpus iconographiques qui contribue à fabriquer l'image d'une révolution globale, elle est ancienne. Je l'avais fait aussi sur 1848, c'est que des gravures anonymes, et vous voyez, elles sont construites de la même façon, vagues qui soulèvent presque toute l'Europe.
Des chercheurs travaillent actuellement sur la dimension transnationale de la Commune de Paris, beaucoup plus globale qu'on avait pu le croire. Vient ensuite 2017, révolution russe, puis Berlin, Autriche, Hongrie. La révolution de 68 est à son tour mondial. Il y a eu un ouvrage collectif avec une très belle introduction, je pense, sur circulation révolutionnaire de Boris Gobille il y a peu. Les révolutions dites de velours, dont on a parlé tout à l'heure. Et en 2011, et donc, et je suis tout à fait d'accord avec vous, ça s'est aussi reproduit en 2018, 19, 20. Ça, c'est un travail absolument magnifique. C'est un photographe, Marcello Brodsky, qui a repris des images d'archives et qui, en le colorisant, donne encore plus à voir la circulation des savoir-faire, des gestes, des symboles d'un embrasement de 68 à l'autre. J'avais découvert ça à Arles. C'est vraiment très, très intéressant comme travail à la fois d'art et en même temps d'histoire. Donc, donc voilà plus d'une décennie en fait que la recherche travaille ces questions de circulation révolutionnaire, ça permet de penser les phénomènes révolutionnaires en les sortant de leur escarcelle temporelle, nationale, patrimoniale, qui était la leur. Ça s'inscrit dans un tournant historiographique général. Certains vont dire histoire globale, d'autres histoire connectée, certains parlent de transnationalisme, d'approche multiscalaire. Peu importe, au bout du compte, il s'agit plus ou moins de faire la même chose, c'est-à-dire de ne pas enfermer l'histoire des révolutions dans une approche nationale et de réfléchir à ces circulations révolutionnaires. Ce terme de circulation, il est très important parce qu'en fait, il a permis de dépoussiérer les premières tentatives de réflexion sur ces circulations révolutionnaires, qui étaient plutôt une histoire des transferts. Gaucho, Palmer, quand ils travaillent sur la révolution atlantique, ils réfléchissent en termes de transferts. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour eux, c'est des transferts unidirectionnels. Il y a un point d'arrivée, de départ, et un point d'arrivée. Un centre messianique et une périphérie passive qui reçoit le message et la révolution d'un autre lieu. Et quand on regarde, évidemment, les centres, en général, c'est l'Europe ou les États-Unis, et les périphéries, c'est toujours le reste du monde. Donc, une approche très occidentalo-centrée, si l'on peut dire. Maintenant, avec les circulations, on réfléchit beaucoup plus sur les effets-retours, les appropriations, les métissages. Donc, à quel point la circulation transforme et enrichit finalement ce qui circule. Et donc, c'est vrai que ça a gagné. Après, c'était important de le faire au début dans une approche... les travaux de Palmer n'en restent pas moins importants, mais ils ont été dépassés. Ce que l'on sait donc à force de travailler là-dessus, c'est que tout soulèvement potentiellement révolutionnaire devient hors des frontières un horizon possible. Et c'est vrai que l'embrasement ici donne envie de passer à l'acte là. C'est quelque chose qui est quand même assez documenté. À condition que les espaces aient été préparés, évidemment d'abord par des contestations politiques et sociales locales, que les pouvoirs sur place soient déjà fragilisés par des crises économiques et démocratiques, mais aussi qu'il y ait des circulations de textes, d'idées contestataires, qui en fait aient déjà créé un espace propice à la circulation. Et c'est ça qui est de plus en plus connu, c'est toute la circulation à la fois antérieure, pendant la séquence révolutionnaire et postérieure à la séquence révolutionnaire. Parce que autant la révolution peut sembler une séquence, je suis d'accord, des fois c'est sur la longue durée, mais quand même la séquence proprement insurrectionnelle est assez courte, mais en fait on se rend compte que les circulations sur lesquelles elle s'appuie et les circulations qu'elle va créer, là c'est une durée très très longue. Alors, s'agissant du XIXe siècle, il y a des travaux très intéressants, par exemple de Sylvie April ou de Delphine Diaz sur les exilés du XIXe siècle, et qui montrent bien comment, en fait, de la première vague, il y a eu des premiers exils dans les capitales des monarchies libérales qui ont accueilli les révolutionnaires chassés des autres pays, où ils se sont rassemblés, où ils ont échangé des savoir-faire, où ils ont créé une culture révolutionnaire cosmopolite, qui s'est renforcée en 1830, et à nouveau, ces circulations. Et tout ça s'est rediffusé en 1948. Donc, Bruxelles, Londres, Paris ont été des plaques tournantes de constitution de réseaux révolutionnaires transnationaux qui ensuite ont permis la diffusion de la Révolution. Et on retrouve ça au XXe, alors ça c'est des choses que je connais moins parce que je suis 19e, mais il y a des travaux sur le Mexique des années 20 et 50,
où on retrouve des révolutionnaires russes éliminés par le stalinisme, Trotsky trouvera la mort, des révolutionnaires de la guerre d'Espagne, où se réfugieront les révolutionnaires du M26 cubain, donc plaque tournante, et Alger devient ensuite une plaque tournante dans les années 60. Donc quand on travaille sur les circulations, on ne travaille pas seulement sur les moments insurrectionnels et des révolutions, mais justement ça permet de réintroduire de la continuité dans l'histoire souvent discontinue de la Révolution. Alors autre chose sur laquelle on a beaucoup travaillé, c'est évidemment le messianisme. Le messianisme qui est une donnée des cultures révolutionnaires, de la Révolution française aux internationales, même si concrètement, c'est plus l'expression souvent d'une solidarité entre peuples frères que concrètement une diffusion révolutionnaire. Elles n'ont pas forcément joué le rôle qu'on pouvait attendre dans les moments révolutionnaires. Ce que l'on peut dire aussi, et qui m'intéresse, c'est que si on travaille sur les savoir-faire, les gestes, les idées révolutionnaires qui circulent avant comme pendant les révolutions, il y a tout autant de circulation de savoir-faire, de gestes et d'idées contre-révolutionnaires. Évidemment, aux internationales révolutionnaires, rouges ou noires, peu importe, répondent des internationales blanches de la répression. Il y a toujours eu, toute histoire des circulations révolutionnaires comprend, implique et infère une histoire des circulations contre-révolutionnaires. Je vous donnerai plein d'exemples. Les solutions urbanistiques d'Haussmann, on va les retrouver dans toute l'Europe et en Amérique du Sud. On a une conférence internationale des polices en 1898 à Rome, au XXe siècle. L'entente internationale contre la Troisième internationale en 1924 est construite là-dessus. Et puis, voilà, vous connaissez la circulation des savoir-faire français en matière de torture jusqu'en Amérique du Sud. Et le 12 janvier 2011, Michel Alliot-Marie proposait encore au régime de Ben Ali, je la cite, « le savoir-faire français à la politique tunisienne pour régler des questions sécuritaires. Entendez écraser la révolution tunisienne récente. » Donc l'historien ou l'historienne ne s'étonne pas de ces embrasements, il les connaît, il sait comment se mettre en place ces connexions assumées, il a de plus en plus les outils pour le comprendre. Ce qui l'intéresse aussi en général, c'est les circulations, et je terminerai là-dessus, les circulations temporelles. Parce qu'il y a aussi ces citations et ces circulations d'un siècle à l'autre. Et toute révolution, c'est Walter Benjamin qui disait ça, les révolutions sont des bonds vers l'avenir, mais elles sont toujours aussi des sauts de tigre vers le passé. Les révolutions s'inscrivent toujours dans l'histoire longue des révolutions, par des citations explicites sur les murs, je l'ai vu, je l'ai montré en commençant, là il y en a une autre, c'est les Gilets jaunes, Révolution, maison fondée en 1789, J'avais trouvé ça assez drôle, mais aussi des chants, des vêtements, enfin c'est extrêmement présent et c'est pas neuf. Je vous donne un exemple, en 1871, sous la Commune, on pouvait ouvrir le Père Duchesne, qui est un journal qui est dans la première création, c'est sous la Révolution française, pour voir l'annonce de la création d'un comité de salut public, terme qui venait là aussi de la Révolution française, et le numéro était daté de l'an 79 de la République, comme si on avait toujours le... Donc c'est très fréquent. Lénine, quand il se rend compte que sa révolution d'octobre dépasse les 72 jours de la Commune, il va se rouler dans la neige de joie. Donc ces citations, elles sont très fréquentes. Il y a aussi je terminerai là-dessus, des tableaux qui permettent d'assurer cette circulation. Là, vous aurez reconnu une reprise de La liberté guidant le peuple, de Delacroix. Et pourtant, c'est une image iconique, mais qui va circuler hors des frontières et hors du temps. Là, on a la peinture d'un peintre turc, Zeki Faik, donc qui pastiche La liberté guidant le peuple en 1933 pour fêter le 10e anniversaire de la Révolution. La toile figure, comme vous voyez, la liberté qui prend appui sur le socle solide sur lequel est gravée la date de fondation de la République. Alors c'est cependant plus Mustafa Kemal que la liberté qui est le centre de l'attention, mais on voit bien cette reprise. Là, on est pendant la guerre d'Espagne. C'est un photomontage de John Herzfeld, un artiste allemand communiste qui avait fui le nazisme en 1933 et qui fait ce photomontage du défilé des troupes fidèles aux républicains devant le tableau de Delacroix. S'il met le tableau de Delacroix, c'est pour dire que la guerre d'Espagne est une révolution, parce qu'il suffit de le mettre pour dire que c'est la révolution. On le retrouve à Bethléem, on est en 2012, c'est une photo qu'a fait mon ami Vincent Lemire, et depuis ça a été effacé, mais voilà, c'est la liberté guidant le peuple palestinien. On la retrouve, alors là c'est Occupy Gezi, l'artiste
j'ai peur de mal prononcer, mais Ertuğrul İsmet Ort, qui a fait poser sur une photo des membres d'Occupy Gezi pour représenter la liberté guidant le peuple. Ça, c'est une fresque murale à Aubervilliers au printemps 2019, avec cet étonnant caraco que récupère, pudeur étonnante, la liberté, mais voilà, qui perd à la fois les poils qu'elle a sous les bras dans le travaux original et la poitrine découverte, mais la voilà. À Hong Kong, alors j'ai pas les crédits, c'est des choses que j'ai trouvées quand je me renseignais sur le mouvement de Hong Kong, et il n'y avait pas de crédit. Mais on voit bien que là aussi, il s'agit de reprendre la liberté guidant le peuple, et même à Khartoum, au Soudan, où on a ce graffiti de la liberté guidant le peuple. Ce n'est que quelques extraits, je collectionne en fait les reprises dans les mouvements contemporains aussi de la liberté guidant le peuple, et il y en a vraiment de façon énorme. Donc, pour conclure, vu que c'est l'heure, chaque révolution est riche d'innombrables mobilisations de l'ancien, citation pour s'honorer, citation pour s'inscrire dans une filiation, citation pour revendiquer la continuité et appeler à la revanche. Et c'est le cas des situations actuelles. En gros, les révolutions n'ont pas fini de circuler, et dans le temps comme dans l'espace, mais les médias n'ont pas fini de s'en étonnés de la même façon, habitués qu'ils sont au déni d'antériorité qui les caractérise. Autre grand déni d'antériorité des médias en général, c'est qu'ils ont, là je sors des circulations, mais on a l'impression qu'ils découvrent tout le temps qu'il y a des femmes dans les révolutions. À chaque révolution, c'est extraordinaire, il y a des femmes dedans. Ah oui, alors dans celle d'avant aussi, en fait, quand on cherche. Mais je suis étonnée de voir comment la présentation médiatique des soulèvements révolutionnaires, en tout cas ces dernières années, enfin même ces dernières décennies, fonctionne en permanence sur le déni d'antériorité et la méconnaissance d'une histoire longue, en fait, des révolutions. Merci.